Aujourd'hui, j'ai la conviction profonde que je suis la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. On veut respecter les libertés de chacun plutôt qu'un gouvernement qui nous impose ses choix. On veut que ce soit les choix des Québécois, les choix de chaque citoyen qui soient respectés. Les talents de Claire Sanson seront davantage mis à contribution. La voix du Parti conservateur du Québec se fera davantage entendre à partir d'aujourd'hui. On a ramassé plusieurs milliers, dizaines de milliers de signatures contre le passeport vaccinal obligatoire. Si, comme nous, vous croyez qu'il est temps de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire perpétuel, bien, vous devez voter pour le Parti conservateur du Québec. Pour nous, le troisième lien, c'est non négociable. Je veux dire, ça fait tellement d'années qu'on en parle, c'est une nécessité pour la région de Québec. Il y a un an, on était à 1 % dans les sondages. Aujourd'hui, dépendamment de quelle firme vous croyez, on est à 13, 15, 19, puis il nous reste 43 dodos pour faire monter ça encore plus. Monsieur Duhem, bonsoir. Bonsoir. On a parlé avec chacun des chefs du climat politique actuel. Donc vous, est-ce que vous êtes d'accord pour dire d'abord que le climat politique s'est détérioré? Bien, écoutez, j'ai fait un appel au calme, comme vous le savez, à 3 reprises pendant 3 jours consécutifs. Je pense que c'est important, comme chef politique, de le faire. La politique, parfois, c'est un sport où ça brasse un peu, mais on a un devoir, on a une responsabilité, effectivement, quand ça dérape, quand il y a des gens qui se font menacer d'intervenir puis d'appeler tout le monde au calme. Vous parlez de responsabilité, mais est-ce que votre discours, par exemple, sur les mesures sanitaires, quand vous parlez de liberticide, quand vous parlez de gens sacrifiés, est-ce que ça n'a pas nourri la colère et donc alimenté ce climat? Écoutez, au Québec, présentement, il y a une insatisfaction, il y a un mécontentement à l'endroit du gouvernement, puis évidemment que tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années y a contribué. Moi, je me fais la voix de celles et ceux qui sont présentement mécontents, qui sont insatisfaits de ce que le gouvernement a fait. Et je pense que c'est tout à fait démocratique, c'est sain, justement, que cette voix-là se fasse entendre jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est ça, la démocratie. C'est justement de prendre ce mécontentement-là. J'ai même utilisé le mot « grogne » pour faire entrer ça à l'Assemblée nationale afin que ces gens-là puissent avoir une voix autour de la table où les décisions se prennent. C'est ça. Et dans une société démocratique, ce qui serait malsain, ce serait que ces voix-là soient à l'extérieur et manifestent et qu'elles ne se retrouvent pas autour de la table. Parce qu'il y a eu un unanimisme un peu assourdissant à l'Assemblée nationale pendant plusieurs mois et ces gens-là ne se faisaient pas entendre. Nous, notre but, c'est justement que la démocratie soit un petit peu plus représentative, qu'il n'y ait plus ce déficit démocratique-là. Mais il y a quand même 50 % de vos électeurs qui sont plus ou moins complotistes. Là, on pense à des gens qui... C'est une étude de la chaire UNESCO, mais il y a des gens qui pensent que Bill Gates a créé la pandémie, que Donald Trump a gagné l'élection. Donc, est-ce que vous, sans les cautionner, est-ce que vous jouez pas quand même un peu là-dessus? Est-ce que vous savez c'est quoi le pourcentage de complotistes selon cette étude-là au Parti libéral et au Parti québécois? C'est 30 %. Je veux juste vous dire qu'on n'a pas le monopole. Là. Même la CAQ, il y aurait 15 % des gens au sein de la coalition Avenir Québec de François Legault qui seraient des complotistes. Est-ce que cette question-là va être posée à M. Legault, à M. Plamondon ou à Mme Anglade? Non. Il y a quand même des gens comme Anne Casabonne qui dit, par exemple, les vaccins, c'est de la marde. Je veux dire... Elle faisait une parodie, vous savez, de Pierre Falardeau. Elle répétait un rôle qu'elle avait déjà joué dans un de ses films. Puis ça a été monté en épingle. Mais moi, là, je pense qu'ultimement, la position du Parti conservateur sur cet enjeu-là, parce que c'est une question très importante. Puis c'est pas parce qu'il y a eu une crise sanitaire, j'ai toujours été quelqu'un qui a défendu les libertés individuelles et les droits civiques. Et pour moi, quelqu'un qui se fait injecter quelque chose dans son corps, c'est une question de liberté de choix. Et j'ai eu l'impression que, comme plusieurs citoyens au Québec, que cette liberté-là a été brimée au cours des derniers mois. Et moi, je me suis porté à la défense de celles et ceux qui pensent que c'est un choix individuel et personnel, qu'on prend cette décision-là quand on consulte notre médecin, mais qu'on n'a pas à se faire imposer cette décision. Ça veut dire qu'au nom de la liberté et des libertés et droits, là, aucune mesure pour vous ne s'imposerait, même devant une nouvelle pandémie aussi grave que celle qu'on a vécue. C'est pas ce que j'ai dit. Là, on parlait spécifiquement à Mme Dussault de la vaccination. Évidemment qu'il peut y avoir des mesures. Mais quand il y a des mesures sanitaires qui sont imposées,
comme élu, vous avez le devoir de faire la balance aussi entre les effets pervers que ça peut avoir. On sait que sur les enfants, il va y avoir des effets pendant une génération, sur la sédentarité, sur les faillites de commerce, sur la santé mentale de plusieurs personnes. Il faut faire la balance. Et le problème qu'on a eu au Québec, c'est que pendant des mois, on a eu une espèce d'amalgame entre la santé publique et le politique. On ne savait plus qu'est-ce qui était scientifique de ce qui était politique. Et malheureusement, ça a créé un climat qui a été très malsain. On a eu une cellule de crise qui a géré cette crise-là, où il y avait un seul scientifique et où il y avait 15 personnes autour de la table qui étaient des apparatchiks politiques ou des gens dont l'intérêt, c'était de faire réélire François Legault. Donc, on a vécu vraiment une situation qui a été très problématique, il faut le reconnaître. Mais vous parlez davantage des sacrifiés de la pandémie. Vous venez de les décrire, là, avec certains effets pervers, parce que leur liberté a été restreinte. Mais on vous entend jamais parler des vies qui ont été sauvées grâce à des mesures sanitaires. Jamais on vous entend parler de ces gens-là. Madame Dussault, vous faites du surf sur l'autre Madame clientèle. Dussault, le Québec, vous conviendrez avec moi, était l'endroit au Canada qui a eu les mesures sanitaires les plus strictes. Pourtant, on a le bilan per capita le plus mauvais. Si les mesures étaient si fantastiques et avaient sauvé autant de vies, on serait les meilleurs, pas les derniers. Donc, la science vous contredit là-dessus. Bien, la science ne me contredit pas, Mme Dussault. Je cite des chiffres. Là. Après, je vais vous les texter après l'émission. Là. Il y a plus de morts per capita au Québec en raison de la COVID, puis on a eu des mesures sanitaires beaucoup plus sévères. Donc, si les mesures sanitaires fonctionnaient extraordinairement bien, on aurait un meilleur bilan. Faire le lien entre les deux, c'est pas si évident que ça. Et le gouvernement a manqué. C'est sûr qu'au niveau de la première vague, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'ont pas été correctes. Vous savez comme moi qu'il y a 6 000 personnes qui sont mortes dans des CHSLD. Vous savez comme moi qu'il y a eu des transferts entre les hôpitaux et les résidences personnes âgées ou les CHSLD. Il y a eu un paquet de problèmes au Québec et on refuse encore à ce jour d'avoir une enquête publique et indépendante pour faire la lumière, pour pouvoir comprendre comment ça se fait que ces 6 000 personnes-là sont décédées. Et il va falloir un jour qu'on le fasse. Et si le Parti conservateur est porté au pouvoir le 4 octobre, vous pouvez être sûr que le 4 octobre au matin, on va commencer. Mais pour reprendre sur la même ligne une seconde, avant de vous parler des baisses d'impôts, oui, d'autres choses que de ça, là, on va regarder en avant, mais quand même, la surmortalité, les derniers chiffres qui sont sortis donnaient raison à M. Legault. Ça a été moins pire au Québec. Mais au-delà de ça, est-ce que vous... parce qu'il y a beaucoup de vos partisans qui ne croyaient pas au vaccin. C'est leur droit de ne pas croire au vaccin, mais ce n'est pas la responsabilité, à un moment donné, d'un gouvernement de dire, bien, pour aller dans un autobus, pour aller dans un avion, ça va prendre un passeport vaccinal pour protéger les gens. Oui, on n'aime pas ça, restreindre les libertés, mais à un moment donné, c'est nécessaire. Écoutez, là, les gens qui, comme moi, étaient doublement vaccinés ou triplement vaccinés même, ils peuvent quand même avoir la COVID, ils peuvent quand même la transmettre. Si n'était pas le vaccin, n'était pas... on aurait pu avoir ce débat-là, M. Roy, si et seulement si on avait la certitude que les gens vaccinés ne le transmettent pas et ne l'attrapent pas. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Et puis souvent, toutes ces mesures-là, on a eu souvent l'impression que c'était beaucoup par vengeance. M. Legault, il a été... Rappelez-vous, là, il disait qu'il voulait même pas se faire traiter par une infirmière non vaccinée à un certain moment. Puis aujourd'hui, il leur dit, même si vous avez la COVID, allez travailler. On a eu beaucoup de contradictions de la part de ce gouvernement-là dans ce dossier-là. Et oui, la science change, sauf que la science, quand il y a un consensus pour un chef de gouvernement, c'est mieux de suivre la science que... Mais est-ce que la science a été suivie? J'attends encore la première étude pour savoir c'est quoi l'impact du couvre-feu. C'est où l'étude scientifique là-dessus? Comment ça se fait que M. Arruda nous a appris en commission parlementaire qu'il n'avait jamais recommandé la fermeture des salles à manger alors que M. Legault nous avait dit que ça avait été une recommandation scientifique? Je veux dire, il faudrait faire la lumière, puis il aurait fallu séparer la science du politique, et ça n'a pas été fait. Il y a eu un amalgame au Québec qui a été très malsain. M. Duhem, vous proposez les plus généreuses baisses d'impôts de tous les chefs qu'on a vus ce soir. Est-ce que c'est 25 milliards sur 4 ans, si j'ai bien compté? On va présenter notre cadre financier au cours des prochains jours. Ça se peut-tu? Mais ça dépend sur combien d'années vous l'étalez. Sur 4 ans? C'est ça. Pour les financer, vous dites, je vais couper dans le gras. Quel gras? Où le gras? Est-ce que c'est austérité fois 1000? Là? Il y a trois sources de revenus. D'abord, on veut, comme vous savez, exploiter nos hydrocarbures. On veut augmenter les revenus. On ne veut pas juste diminuer les dépenses, on veut augmenter les revenus du gouvernement en exploitant nos hydrocarbures de façon responsable au Québec. Deuxièmement, on n'est pas des partisans, on est des conservateurs fiscaux. On ne veut pas distribuer des millions, des centaines de millions, des milliards à des multinationales, comme le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, le fait beaucoup. On veut réduire considérablement les subventions aux grandes entreprises. Et oui, on veut dégraisser aussi la machine de l'État. Il y a du gras beaucoup au Québec. On veut réduire la taille de l'État. Ça fait partie de nos 3 priorités. Combien de monde? Quand le cadre financier va être présenté, là, je vous demanderai d'être un petit peu patient, mais on veut quand même... C'est pas ma nature première, mais...
Mais on veut quand même réduire parce qu'on considère que c'est aux Québécois. Là, les Québécois ont besoin d'avoir un répit en cette période inflationniste. C'est au gouvernement de se serrer la ceinture pour Familles du Québec. Bon, vous parlez de relancer les hydrocarbures, vous promettez donc des milliards de revenus et pourtant, on ne sait même pas s'il y en a assez pour que ce soit rentable de les exploiter au Québec. Écoutez, il y a plusieurs projets. D'abord, premièrement, on le sait qu'il y a des entreprises qui avaient déjà des droits, puis on est en train de leur nier leurs droits, puis présentement, on est poursuivi pour des milliards où on risque les Québécois risquent de payer parce qu'ils n'exploitent pas leurs ressources. Oui, c'est quand même assez paradoxal. On a un projet de GNL Québec dans la région du Saguenay que j'ai visité il y a quelques jours, où on a un investissement de 14 milliards que le gouvernement avait dit oui initialement et auquel il vient de dire non depuis 1 an. Si on avait été de l'avant, vous savez comme moi, Mme Galipeau, que si on avait été de l'avant, aujourd'hui, on pourrait peut-être venir en aide à nos partenaires européens, particulièrement allemands. Il y a une délégation allemande qui s'est amenée au pays récemment, la semaine dernière, parce que ces gens-là ont besoin justement de gaz naturel liquéfié pour passer au travers l'hiver, pour chauffer les foyers en Allemagne. Mais et malheureusement, tout de suite, là, c'est maintenant. Oui, mais si on avait commencé quand la CAQ a été élue, si elle avait suivi sa propre promesse, aujourd'hui, on pourrait aider les Allemands plutôt qu'être des partenaires passifs puis les regarder être obligés de retourner au charbon avec des technologies beaucoup plus polluantes. Donc, vous croyez aux hydrocarbures? Oui, je crois. Bien, c'est-à-dire que les hydrocarbures peuvent être une source aussi de revenus pour électrifier les transports, pour permettre la transition. Vous savez, la Norvège est le pays qui a exploité le plus ses hydrocarbures pour payer justement son électrification de ses transports. Puis aujourd'hui, c'est le pays qui fait le mieux en ces termes-là. Rappelez-vous que M. Legault lui-même, c'est pas moi qui le dis, là, dans son propre livre, il disait qu'il voulait faire du Québec une Norvège d'Amérique. Il voulait faire comme eux. Et aujourd'hui, il vient d'adopter un projet de loi pour interdire les hydrocarbures. C'est une autre promesse rompue de M. Legault, il ne faut pas l'oublier. Bon, vous n'avez aucune cible de réduction des gaz à effet de serre. Comment c'est possible en 2022 pour un parti politique? Mais comment c'est possible qu'il y ait 4 partis avant moi qui soient venus ici vous présenter des cibles et qu'il y ait quelqu'un qui puisse les croire? Tous les gouvernements de tous les partis nous ont toujours promis des baisses de cibles, puis jamais il y en a un qui atteint ces cibles. Moi, là, je m'excuse, mais quand j'entends des politiciens me dire ce soir, c'était quoi, 40, 50, 55 de baisse de GES, c'est parce que qu'est-ce que vous allez couper? Combien d'entreprises vous allez fermer? À combien de personnes vous allez empêcher de conduire leur véhicule? Combien de gens pourront plus faire de skidoo, de moto ou avoir un bateau? C'est facile de lancer des chiffres. Et la deuxième chose, il faut arrêter de regarder d'être très Québec-centriste, là. L'émission, il faut regarder ça sur une échelle planétaire. Si, par exemple, on allait de l'avant en exploitant nos hydrocarbures, puis qu'on permettait justement de remplacer le charbon par du gaz naturel québécois, on ferait réduire les gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Mais au Québec, ça pourrait effectivement stagner. Mais il faut le regarder dans son ensemble. Il faut arrêter de juste penser au Québec, là, parce qu'on veut pas... Le but, c'est pas d'exporter la pollution, là, puis de délocaliser la pollution. Mais est-ce que vous croyez au changement climatique? À l'échelle planétaire. Est-ce que vous croyez oui, puis on s'est inscrit dans notre programme électoral également. Et donc, il va falloir également. faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Puis le Québec peut être un partenaire. Puis je sais que ça semble paradoxal, mais l'exploitation de nos ressources peut être une façon, effectivement, d'aider d'autres pays à améliorer leur bilan environnemental. Mais la liberté, qui est votre dogme d'une certaine manière... Le slogan est libre chez nous. Vous empêche-t-elle, ce dogme-là vous empêche-t-il d'imposer des sacrifices, des changements de mode de vie aux citoyens? Parce que c'est ça que, dans le monde entier, on dit la planète se meurt, on regarde des scènes épouvantables de catastrophes naturelles, mais il faut changer, nous aussi, notre comportement, nous dit-on. Et justement, il faut sensibiliser la population. Et rien contraindre. Mais la contrainte, c'est parce qu'il y a des contraintes qui ont des effets pervers. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas parce qu'on a de la volonté politique puis qu'il y a des beaux discours politiques que nécessairement les résultats vont être au rendez-vous. Ça fait des années qu'on entend ce discours-là, puis vous savez comme moi que... Il n'y a rien contraint. Vous avez parlé tantôt que c'était 3 je pense, la différence. Là, on s'entend que c'est insignifiant. Mais là, par exemple, Québec solidaire propose vraiment de bousculer les habitudes de vie, de prendre des mesures qui... c'est peut-être contre votre... mais je comprends qu'ils disent un chiffre. Là. Eux, c'est 55 Non, mais c'est contre la liberté individuelle. On reste libre individuellement de faire ce qu'on veut, quitte à émettre des gaz à effet de serre. Mais disons aux gens qu'est-ce qu'ils doivent sacrifier. Quand Québec solidaire dit qu'il faut baisser de 55, ou même la CAQ est à quoi, 37,5 qu'est-ce que vous allez sacrifier? C'est facile de lancer un chiffre. J'aurais pu, moi, arriver avec 75 puis ça serait risible. Mais juste pour avoir un chiffre, pour être dans une surenchère... Donc, c'est zéro pour vous, il n'y en a pas. Pour moi, c'est de faire des efforts concrets, d'y aller avec exploiter nos ressources puis aider nos partenaires européens sur la scène internationale. Vous savez que juste si on était allé de l'avant avec GNL Québec au Saguenay, on aurait pu éliminer 3 centrales au charbon en Allemagne présentement.
On n'est pas équipé et même les Allemands reconnaissent... Parce qu'on a dit non il y a 4 ans, parce que la CAQ a reculé. Mais il n'y avait pas aussi de projet économique, mais tous le BAP et tout ça, ils ont tous dit non. Parlons de votre projet de troisième lien. Vous aussi, vous en avez un. Oui, c'est pas le même que M. Legault. Non, parce que il est moins cher, le mien. C'est le pont sur l'île d'Orléans. Oui. Certains disent que ça va le défigurer. Alors, si les 5 000 citoyens de l'île d'Orléans disent on n'en veut pas de pont, mais que les milliers de citoyens de Lévis disent on en veut un pont sur l'île d'Orléans, vous choisissez qui? Écoutez, l'acceptabilité sociale, c'est l'ensemble de la région, puis c'est l'ensemble des gens qui vont le payer puis qui vont l'utiliser. Mais je veux juste vous dire par rapport... Je veux revenir sur votre déclaration sur défigurer l'île d'Orléans, parce que c'était M. Legault a utilisé les mêmes termes il y a quelques jours. Je veux juste rappeler que M. Legault proposait essentiellement le même tracé il y a 4 ans quand il a été élu, puis il a gagné l'écrasante majorité. Moi, j'ai écouté des entrevues de M. Legault où il disait il n'y a pas question... En 2018, vous pouvez retourner, c'est sur les réseaux sociaux, YouTube ou sur Radio-Canada, pas question de défigurer. Il peut passer. Non, mais moi non plus, je ne dis pas que ça va défigurer. Moi, ce que je trouve qui défigure le paysage de l'île d'Orléans présentement, c'est les pylônes électriques. Et je trouve que c'est pas mal plus laid qu'un pont. Un pont, ça peut être une merveille architecturale. Là. Ici, à Montréal, je pense pas que personne trouve le nouveau pont Champlain affreux. Là. Il y a moyen de faire quelque chose de beau. Alors, l'acceptabilité sociale, c'est une majorité. C'est quoi? Vous l'évaluez comment? Bien, c'est une majorité. Écoutez, sur la rive nord, de mémoire, c'est 65 qui sont en faveur. Sur la rive sud, c'est 75 Je pense que c'est des chiffres qui sont assez parlants. Pas mal plus que le tramway qui n'a jamais eu d'acceptabilité sociale à Québec et où le gouvernement s'apprête à aller de l'avant contre la volonté de la population. Oui, vous, le tramway, je pense, votre slogan, c'est « No way ». Tramway, bien non merci ou « No way », si on peut le traduire. Quelques secondes sur la fonderie Horn. Vous, oui. Vous situez où, là? Maintenant, on impose l'atteinte de la norme dans... D'abord, j'ai visité la fonderie Horn il y a quelques semaines et le gouvernement a dit tout est son contraire. La première erreur là-dedans, ça a été le manque de transparence. Je pense que ça, tout le monde est d'accord que ça n'avait pas de bon sens. La deuxième chose, le gouvernement a menacé de fermer l'usine. Après ça, il a dit qu'il voulait la subventionner. Moi, je ne suis pas pour les subventions ni pour la fermeture. Je pense que ça prend un plan réaliste de réduction. Je pense que présentement, il y en a un qui est sur la table. Puis je crois que c'est vers là où il faut aller. Puis si le gouvernement a à intervenir, ça serait avec de l'argent public pour aider, par exemple, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à avoir une chaire d'excellence pour justement tenter de trouver des nouvelles technologies pour réduire les émissions de gaz, pas de gaz, mais d'arsenic notamment. Très bien. Santé. Parlons-en. C'est important. Parlons-en, certains. Est-ce que, pour simplifier, vous voulez le système américain, là, Éric Duhem? Non. Que des gens qui ont les moyens aient des assurances, puissent aller au privé. Ceux qui n'ont pas les moyens, bien là, ça se complique, là, par exemple. Les modèles qui nous ont inspirés, c'est beaucoup les modèles européens. Moi-même, je suis allé à Stockholm, je suis allé voir le modèle suédois, on a le modèle anglais, le modèle allemand. L'idée, c'est on veut garder l'universalité. Vous savez que la loi canadienne sur la santé nous oblige au Canada à ce que tout le monde puisse avoir accès gratuitement à des soins de santé. Maintenant, le système actuel est inefficace, puis ça fait 40 ans qu'on essaie des réformes et que ça ne fonctionne pas. Pour nous, le problème, c'est le monopole public. Il faut instaurer de la concurrence, il faut instaurer une décentralisation importante du système. Puis le système qu'on veut en privé, moi, je trouve qu'actuellement, il y a un système à 2 vitesses, là, parce qu'il y en a du privé en santé, ne faites pas d'illusions, sauf que c'est juste les gens qui payent au complet qui ont le droit d'y aller. Là, nous, ce qu'on veut, c'est que même le public pourrait payer dans le privé s'il ne respecte pas les délais raisonnables ou encore mieux, si les coûts sont moindres dans le privé. Donc, on aurait un système comme en Suède, il pourrait y avoir 2 hôpitaux, un public à côté de l'hôpital privé et les gens, s'ils ne sont pas capables de les soigner dans le public, mais les gens traversent la rue, vont dans le privé. Et c'est l'assurance. Non, l'assurance est publique. L'assurance, mais comme mon auto, moi, quand je change d'auto, mon assurance paye l'auto parce que j'ai eu un accident. C'est pas la compagnie, c'est pas l'assurance qui construit l'auto et qui me fournit l'auto. J'ai le choix en différents concessionnaires. Ça serait la même chose. L'assurance reste publique, mais la personne peut aller soit au public, soit au privé. Comme ça se fait dans la plupart des pays européens. On est un des rares pays qui a un monopole public où il n'est pas possible de passer du privé au public. C'est-à-dire qu'il y a un système privé, mais les gens doivent payer, comme vous l'avez dit. C'est complètement séparé. Et le système public est gratuit. C'est même pire que ça. On empêche un médecin, par exemple, qui peut juste opérer 2-3 jours semaine parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de salle pour lui ou il n'y a pas de personnel pour l'accompagner. On l'empêche de travailler pendant 5 jours. Il ne peut pas aller dans le privé les autres jours. Il manque des ressources, on s'entend. Il manque du monde.
les ressources compétentes vont aller au privé. Mais ce que je viens de vous dire, là, par exemple, le médecin qui nous écoute, là, qui fait 2 jours, 3 jours, puis qui ne peut pas opérer plus parce qu'il n'y a pas de place, il y a, pas de il y a des quotas, mais il pourrait, lui, prendre 2-3 jours. Présentement, on ne permet pas la mixité. On ne permet pas à un médecin, il faut que ce soit 100 privé ou 100 public. Là, on pourrait ajouter des soins. L'autre exemple, c'est les infirmières. Vous savez que les infirmières, c'est pas facile. On a entendu parler du temps supplémentaire obligatoire. On sait qu'il y en a plusieurs qui ont quitté le réseau. Nous, on pense que s'il y avait des meilleures conditions, s'il y avait une compétition entre des employeurs, il y aurait peut-être plus de filles. Je vais vous presser, je suis désolé, l'horloge va très vite. Désolé. Garderie, c'est un modèle au Québec qui veut être imité ailleurs. Les femmes, c'est au Québec où elles sont le plus sur le marché du travail grâce à ce que Mme Marois a mis sur pied. Vous dites, on ferme tout ça, non, on envoie 200 pièces par semaine. On ne dit pas on ferme tout ça, on dit on garde tout ça, mais les 52 000 enfants qui sont sur des listes d'attente actuellement, là, ces parents-là, ils payent des taxes et des impôts comme tout le monde, puis ils ont le droit d'avoir des services. On va leur donner 200 pièces par semaine par enfant parce qu'eux aussi ont le droit d'avoir des services de garde. Monsieur Duhem, bonne fin de campagne. C'est le temps Merci à vous. Qui a passé très, très vite. Merci. À tous les chefs. Merci, bonne fin de campagne. Merci. On voit combien ils sont combatifs, convaincus, passionnés. Mais c'était intéressant de les entendre tous.